Ce matin, on a parlé de l'articulation entre les modes de transport. Et maintenant, on va aborder ce sujet, ces deux outils que sont l'information voyageur et la billettique, qui sont censés mettre de l'huile dans les rouages. C'est peut-être pas toujours le cas d'ailleurs, on verra peut-être. L'informatique et la billettique. Alors, je vais peut-être commencer par Madame Picard, puisque vous êtes la puissance invitante, et puis on a beaucoup parlé ce matin de Sismo. Alors, je sais que vous avez fait une présentation tout à l'heure pour les gens qui voulaient, mais je pense qu'il y a encore dans la salle des gens qui ne savent pas exactement ce qu'est Sismo. Est-ce que vous pouvez nous le présenter dans les grandes lignes? Qu'est-ce que vous avez monté dans l'Oise? Oui. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation conjointe de tout le comité d'organisation, puisque le GART, l'EDF, le CEREMA et d'autres, j'oublie tout le monde, beaucoup sont venus avec nous pour organiser ce colloque. Et l'idée et l'objectif est de promouvoir l'usage des transports collectifs et de tous les modes alternatifs, tous les modes de mobilité alternatifs à la voiture individuelle sans l'exclure, puisqu'elle évolue beaucoup, on l'a vu ce matin, la voiture individuelle dans ses usages et dans ses formes. Donc promouvoir l'usage des transports et de la mobilité. Et c'est une réflexion qu'on a eue dans l'Oise, mais que d'autres ont eue. Simplement, on espère le faire savoir et emporter l'adhésion des autres. Mais le but, c'est de faire un système, c'est ce qu'on a imaginé, un système intégré de services à la mobilité à l'échelle d'un territoire. Et l'échelle de territoire qui nous est apparue le plus faisable rapidement, c'était le territoire départemental de l'Oise, même si bien sûr dans notre objectif, l'idée est de faire des services à la mobilité et des systèmes intégrés qui couvrent des périmètres adaptés aux bassins de vie. Et les bassins de vie, en France, ils ne correspondent pas du tout, pas nécessairement en tout cas, au découpage administratif des régions, des départements, des agglos. Et voulant dépasser ces frontières administratives, on a imaginé plutôt un système qui permette pour notre usager de s'abstraire de ces contraintes des collectivités territoriales et de leur découpage. Donc l'idée, ça a été de fédérer, et M. Ferrieux et le président du Conseil général de l'Oise, ce matin l'ont rappelé, ils ont été les artisans de cette fédération de collectivités territoriales organisatrices de transport. Dans l'Oise, il y en a 14, régions inclus, pour les transports régionaux. Et ces 14 AOT se sont dit, on va se regrouper, se fédérer dans un syndicat mixte SRU de coordination, parce que justement, le but, c'est ne pas empiéter sur les compétences de chacune des AOT en matière d'organisation de transport, mais leur apporter des services à la mobilité pour leurs usagers. Et qu'est-ce que c'est, ces services? C'est en fait l'information aux voyageurs, mais une information qui ne soit pas limitée au périmètre des collectivités organisatrices, chacune prise indépendamment. Puisque notre voyageur, pour aller d'un point A à un point B, il dépasse toujours les limites, très souvent en tout cas, les limites des périmètres des PTU ou des périmètres des départements ou des régions. L'idée est donc de lui donner une réponse sur les solutions de mobilité. Quand il cherche l'information, on lui donne une réponse par un calcul itinéraire qui combine tous les modes disponibles, autant de transports collectifs routiers, ferroviaires et tous les modes alternatifs, dont le vélo bien sûr, mais le covoiturage aussi. Dans notre système intégré de services à la mobilité, qui est un grand SIM, doublé d'un système billettique intermodal, et c'est ça qui fait notre originalité, le système intégré, comme son nom l'indique, des services à la mobilité de l'Oise, est en fait un système qui intègre toute l'information voyageur disponible à l'échelle d'un département, mais en prenant les données régionales et urbaines, bien sûr, et en mettant également un autre outil à leur disposition, qui est le support billettique intermodal. Et sur le PASS, on va pouvoir charger les différents titres des différents réseaux membres du syndicat mixte, donc 14 réseaux. Donc c'est toute l'originalité de ce système intégré des services à la mobilité dans l'Oise. Ce n'est pas le SIM que d'une AO, c'est le SIM de toutes les AO. Mais
dans un référentiel de données unique. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus dans le système de frontières. Tout peut donc se combiner dans la réponse pour notre usager. Alors en plus, on l'a décliné sous des formes très variées. Alors ce matin, on parlait de la diversité qu'il faut donner à notre nouvel usager. Il veut avoir des réponses rapides, immédiates, tout mode confondu. Il faut lui proposer du vélo s'il y en a, il faut lui proposer les itinéraires, tous les types de modes de mobilité qui existeront seront tous proposés dans le même SIM. Alors bien sûr, dans l'Oise, pour l'instant, on a du covoiturage, bien sûr, on a des abris vélos, on a des points de covoiturage, bien sûr, géolocalisés, on a des services de location de vélos, on n'a pas encore l'autopartage, mais ça fait partie de nos évolutions. Notre système est un système en évolution permanente, hein. On rajoute des briques sans difficulté. L'objectif, c'est qu'il puisse, sur ce site internet oisemobilité.fr, qui est aussi une centrale d'appel téléphonique, parce que je vous ai dit, il faut pouvoir y entrer par tous les modes. C'est un point d'entrée d'information voyageurs, mais il est ouvert selon tous les modes. On a encore des personnes qui aiment téléphoner et avoir une réponse humaine. Tout le monde n'en est pas encore à l'ère numérique. Disons qu'il y a parmi nos populations des vitesses différentes de pénétration du numérique. On a des générations qui sont complètement donc ouvertes aux nouvelles technologies, au NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors là, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont uniquement sur les mobiles et les smartphones. Donc, notre site a été conçu dans sa version mobile et bien sûr accessible sur les iPhones et sur les smartphones. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous préparez sur votre PC votre itinéraire et vous trouvez votre feuille de route, le calcul d'itinéraire qui va tout combiner, les trains, les cars, les bus, les minibus, les transports à la demande, le covoiturage, la solution covoiturage. Vous savez qui vous pouvez également joindre. Et comme le disait ce matin François Ferrieux, notre partenaire, c'est Blablacar derrière. C'est une énorme ressource de possibilités de covoiturer. C'est l'un des plus gros opérateurs de covoiturage en Europe maintenant, quasiment. Donc, vous voyez, les ressources sont immenses et donc notre usager va prendre la porte d'entrée qui va lui être la plus facile. Et puis il y a ceux qui continuent à aller dans les centrales physiques. On a aussi une centrale qui est un accueil physique à Beauvais, l'agence Oise Mobilité. Nos élus ont vraiment voulu garder toutes les portes d'entrée possibles et c'est, je pense, un gage pour que la transition se fasse et que nous ne laissions personne en dehors de ces réponses à leurs besoins de mobilité. Si je comprends bien, le périmètre, c'est l'Oise, les réseaux de l'Oise urbain et le réseau départemental donc, ont de l'information, mais les régionales. Voilà, vous allez au-delà sur les lignes régionales et même beaucoup plus loin encore avec les systèmes d'autopartage. Donc c'est bien ça. Hein. Alors pour l'instant, l'autopartage dans l'Oise, nous n'avons pas encore d'opérateur d'autopartage, mais l'idée est d'avancer, oui, bien sûr, sur tout cela. Oui, alors peut-être avant de passer à un autre sujet avec Monsieur Tresson, sur l'intégration de la billettique, parce qu'on peut avoir une démarche billettique d'un côté, une démarche information voyageur, peut-être d'ailleurs qu'on verra avec Monsieur Briand que ce travail en silo n'est pas toujours une bonne idée, même rarement une bonne idée, et vous l'avez intégré dès le début. Les deux sont intégrés. Oui, ça nous a paru indispensable et ça se révèle être une bonne chose puisque en allant à différents colloques, j'ai pu voir, en allant voir chez d'autres, que le fait de ne pas imaginer un système, un référentiel informatique commun avec toutes les données billettiques de tous les réseaux, on ne peut pas bâtir facilement du titre intermodal. Or, si vous voulez faire du titre intermodal entre les réseaux des régions, des départements et des agglos, des métropoles et autres, si vous n'avez pas une base commune informatique référentielle, là, vous vous heurtez, ça complexifie votre affaire. Alors que là, notre système a été conçu nativement pour être interopérable en Picardie. C'est-à-dire sur toute la Picardie, les 3 départements, toutes les agglos, tout le monde a signé une charte pour commencer. Ça, c'était à l'initiative de la région Picardie. Dès 2009, avant que nous lancions notre système pour l'Oise, nous étions déjà bien en ordre de bataille, on peut parler de bataille quand même là, avec la région Picardie et les 2 autres départements, et sous l'égide de la région, on avait bâti tous une charte d'intermodalité, à la fois information voyageur et billettique.
de façon à ce que chacun réserve bien dans tout le référentiel des zones pour que sur la carte à puce, il n'y ait pas de mélange de genre, mais qu'on puisse avoir aussi une zone pour les titres intermodaux. Ce sont des données informatiques, c'est une manière de travailler avec des spécifications informatiques et techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais l'idée, c'est qu'on a maintenant la possibilité de faire évoluer donc, notre SISMO. On a la région Picarde et le département de l'Oise, mais les 2 autres départements et d'autres vont pouvoir entrer parce qu'on leur a réservé la place sur notre passe billettique qui est prévue à cet effet et qui nous permettra de faire des titres intermodaux, des titres combinés, créés pour pouvoir faciliter le passage d'un réseau à l'autre. D'accord. Sur votre système, on reviendra tout à l'heure, après d'autres questions, on reviendra sur aussi votre observatoire de la mobilité, qui est quand même dans le continuum de toutes les statistiques que vous faites remonter et qui, après, revient sur l'organisation des réseaux. C'est quand même quelque chose de très intéressant. On va revenir dessus, mais monsieur Tresson, dans la région centre, je crois que c'est la région centre, hein, vous avez mis en place un SIM régional. Alors là, c'est juste un système d'information multimodal. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les difficultés pour mettre en place un système comme ça au niveau régional? Ça a été simple ou complexe? Alors, dans un premier temps, je peux comment dire, indiquer la position du Conseil général de l'Eure-et-Loire dans la région centre. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil général est impliqué dans 2 niveaux. C'est-à-dire que, d'une part, à l'image de ce qu'a fait le MTCO, on a fondé un syndicat avec 2 agglomérations, celles de Dreux et de Chartres. Syndicat qui s'est mis en place en 2012. Et donc, on rentre dans une logique un peu identique à celle du MTCO, en prévoyant une billettique commune et un système d'information voyageurs aussi qui serait le plus commun possible. Mais ceci reste dans le cadre régional, c'est-à-dire que dans le cadre régional, depuis 2009, on a un système d'information multimodal qui est le JV Malin. Et par ailleurs, on a une convention billettique qui va nous permettre d'opérer notre billettique dans un cadre interopérable. Oui, excusez-moi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes du Conseil général, vous êtes directeur des transports du Conseil général d'Eure-et-Loire, qui fait partie de la région centre, mais vous êtes voilà. Au Conseil général. Excusez-moi. Alors, pour en revenir au système d'information multimodal JV Malin, c'est sûr que c'est pas évident de mettre en place un tel système d'information multimodal parce que le premier niveau à assurer, ce sont les données. C'est-à-dire, on part de la base, il faut qu'on puisse fournir des données. Donc les structurer, ce qui n'est pas toujours évident puisque dans nombre d'endroits, on est encore au niveau du tableur Excel pour organiser le plan de transport. Ça peut être encore à ce niveau-là. Donc il faut qu'il y ait une structuration des données qui existe. Donc c'est le premier et sans doute un des gros avantages déjà au départ d'un système d'information multimodal, c'est que ça force à structurer la donnée. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans un format qui est défini nationalement, en quelque sorte. Et donc, du coup, ces données, une fois structurées, vont pouvoir être réutilisées dans différents systèmes, pas forcément celui qui est prévu au départ. Mais ça, déjà, c'est un gros travail de structurer ces données. Et puis, il faut qu'elles soient non seulement structurées, mais qu'elles soient fiables, c'est-à-dire qu'elles soient mises à jour régulièrement. Et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, parce que suivant la fréquentation du site ou l'utilisation qui en est faite par les AOT, la donnée ne va pas forcément être mise à jour de façon très, très pointilleuse. Et d'autre part, la donnée ne va pas forcément concerner tous les services. C'est-à-dire que je prends le cas des services scolaires. C'est que nous, en Eure-et-Loire, on a une délégation de service public sur le transport scolaire, mais enfin, sur les lignes régulières qui incluent aussi du transport scolaire.
Mais on a aussi des délégations auprès d'autorités locales, ce qu'on appelle communément les AO2, l'autorité organisatrice de second rang. Et ces services-là qui sont effectués par les AO2, pour l'instant, ne rentrent pas dans JV Malin, parce qu'on n'a pas les données structurées qui vont derrière. Donc il y a encore tout un tas d'étapes qui sont à franchir pour avoir vraiment des données parfaites et comment dire, et mises à jour régulièrement. Après, il y a le problème de la fréquentation du site. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on lance un site d'information multimodale qu'il va être fréquenté et puis qu'il va être utilisé par les personnes. Ce qu'on s'aperçoit à la base, c'est que même si on fait de la communication, c'est pas forcément suffisant, il faut qu'il y ait des locomotives. Et les locomotives, c'est en général les transports urbains. On s'aperçoit par exemple que sur le site JV Malin, depuis que Tours a mis en place un web service sur son site pour qu'il vienne récupérer les données directement dans JV Malin, c'est-à-dire que le fournisseur d'informations sur le site du réseau de Tours, c'est JV Malin. Et du coup, en fait, 60% de la fréquentation de JV Malin, c'est le réseau de Tours. C'est des données qui sont liées à Tours. Donc en fait, c'est Tours qui envoie les données à JV Malin et à la région, et après la requête se fait sur le site de Tours. Le site de Tours envoie la requête à JV Malin qui retourne la... C'est-à-dire que Tours n'avait pas de système d'information, c'est ça? Si, mais il a décidé de comment dire, à partir du moment où il a envoyé les données à JV Malin, il a décidé de mettre directement, d'utiliser le web service qui était proposé par JV Malin. Et ça, ce genre de choses, c'est intéressant parce que ça booste la fréquentation du site JV Malin. Ça donne à connaître aussi le site. Mais c'est vrai que derrière, on se pose la question pour l'instant de savoir quels sont les véritables utilisateurs du site JV Malin. Est-ce que c'est uniquement de l'urbain ou est-ce qu'il y a une frange significative de transport interurbain? Tout ça n'est pas facile à savoir parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont, je dirais, proches de l'homo mobilis, comme le définissait M. Amar ce matin, mais qu'il y en a d'autres qui sont encore loin de ça, et que quelque part, la bonne vieille fiche horaire leur suffit parce qu'en fait, c'est du monomodal, quoi, quelque part. À la limite, ils viennent en vélo ou à pied pour chercher le car, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Une question triviale, qu'est-ce qui finance JV Malin? Qu'est-ce qui l'a développé? C'est la région qui... C'est la région qui l'a développé sous forme d'une convention avec les AOT concernés. Donc la plupart des AOT de la région centre y sont, en tout cas toutes les principales. Et donc la région met la majorité du financement et le reste se repartit entre les AOT. Donc les AOT, certaines, je suppose, dans le département, développent leur propre système d'information, non? Oui. Et donc il y a un doublon. Est-ce que il y a un doublon dont on peut espérer qu'il soit temporaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les AOT peuvent basculer dans le système d'information JV Malin. En tout cas, elles ont leurs données dedans. Et elles peuvent basculer quand elles veulent. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand elles basculent, par contre, là, elles sont beaucoup plus regardantes sur les données. C'est-à-dire que là, elles ont intérêt à donner les bonnes données, à contrôler ce qui en est fait, etc. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un système de qualité qui se met en place et qui est important, quoi. Alors que celles qui n'ont pas basculé là-dedans, dans cette logique-là, ne mettent pas forcément à jour
très régulièrement, en tout cas dans les intermédiaires. Et donc là, il peut y avoir des problèmes de qualité. D'accord. Donc la bonne échelle, c'est où? C'est le département ou c'est la région? On est entre les deux? Ou c'est une étape, le département? Honnêtement, comment dire, pour connaître ce qui se passe sur le terrain, au niveau régional, ça commence à être un peu loin. Ouais, d'accord. Euh, excusez-moi. Madame Dupart, quand on s'est téléphoné, là, on a parlé un petit peu de ces systèmes d'information voyageurs. Alors, comme tout bon représentant d'usagers, et c'est normal d'ailleurs, vous m'avez dit que le plus important, c'était quand même l'offre de transport avant tout. Ça, c'est très clair. Mais sur l'information voyageur, vous trouvez ça très bien. Mais vous m'expliquez qu'il faut accompagner le voyageur. Je ne sais plus qui disait que, je crois que c'est Madame Picard, que vous avez gardé aussi le standard, vous avez gardé la boutique, et qu'on n'est pas uniquement sur smartphone ou sur Internet. Et c'est aussi votre avis, il faut garder des systèmes d'information qui soient des systèmes d'information adaptés à la population? Oui, absolument. D'abord, je voulais remercier d'avoir invité les usagers, parce que les usagers, comme chacun sait, sont toujours très mécontents, et que là aussi, je vais sûrement exprimer des mécontentements. Et pour reprendre une métaphore qui a beaucoup été filée ce matin, l'usager, en fait, la vie pour l'usager, c'est pas un long fleuve tranquille, justement, et que souvent, il pêche en eau trouble, d'une part, et que d'autre part, quelquefois, le fleuve est totalement asséché. Donc c'est vraiment pour parler de l'offre. Voilà, je trouvais intéressant tout ce qui avait été dit ce matin, et je m'étais dit que je le noterais pour dire qu'au nom des usagers, quelquefois, il faut insister sur le fait que si l'offre est insuffisante, quelle que soit la qualité de l'information, et là je rends hommage à ce qui est fait par Oise Mobilité, il n'empêche que le plus important pour les usagers, c'est la qualité de l'offre et du service. Ça, c'est une première chose. Bon, alors passons à l'information. Il est bien évident que je ne pourrai pas donner toutes les positions de la FNOT que je représente. Vous pourrez les trouver sur le site de la FNOT qui est fort bien fait. Il y a eu aussi un colloque sur la tarification auquel ont participé différents chercheurs, et je crois qu'il y a Madame Bouteiller qui est dans la salle. Donc je ne vais pas insister sur tout, mais par rapport à l'information, je voudrais là aussi mettre noir sur blanc un paradoxe qui est un peu cruel, c'est-à-dire plus l'information est performante, plus on s'aperçoit que l'offre est déficiente. Quand vous voyez que sur les tableaux, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes de retard, maintenant c'est clair et net. Avant, c'était un peu nébuleux, on n'était plus très sûr. Mais maintenant, c'est net. Aussi bien pour les bus que pour les trains, c'est clair. Voilà, c'était juste une petite chose que je disais en passant par rapport à l'information, ce qui est très utile pour les usagers par ailleurs. Par rapport à ce qui est de l'information, là, je reviendrai sur ce qu'a dit Mme Picard, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être rapporteur du groupe de travail sur la billettique jadis au Conseil régional. C'est qu'on avait beaucoup insisté à l'époque sur le fait qu'il fallait marcher sur les deux pieds, à savoir que l'information électronique, c'était excellent, mais qu'il fallait se rendre compte que encore beaucoup de Picards n'ont pas accès à tout cela, et qu'il ne fallait pas qu'on aboutisse à une mobilité à deux vitesses, et ici, en l'occurrence, à une information à deux vitesses. Ce qui pourrait être très facilement le cas. C'est vrai que quand j'ai entendu ce matin toutes les interventions, je me suis dit, au fond, moi, dans mon quotidien de défense des usagers, je vis tout à fait sur une autre planète. Donc je pense qu'il faut rappeler ces choses très, très clairement. Et donc, quelles sont nos préconisations en tant qu'association d'usagers? C'est à deux niveaux. D'une part, au niveau du lieu, je pense que la gare ou la station ou le pôle d'échange reste un endroit stratégique. D'abord, ça s'appelle pôle d'échange. Les échanges, ce n'est pas simplement un échange par smartphone, c'est aussi un échange direct. Et la présence de personnel dans les pôles d'échange ne me semble pas tout à fait indifférente. C'est quand même important qu'il y ait encore des contacts réels, en particulier physiques. Il faut penser aux personnes en situation de handicap,
aux personnes, aux touristes. On oublie toujours qu'il y a des occasionnels, des touristes qui ont besoin de contacts directs. Donc le mot pôle d'échange, il faut penser que échange a beaucoup de sens en français et que ce n'est pas seulement, encore une fois, un échange entre car et bus ou bus et train. Donc, dans les gares, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure signalétique, de meilleurs plans, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Par contre, ce qui me semble très important, c'est qu'il faudrait que les usagers soient associés depuis le départ à l'implantation des circulations dans les gares, à l'implantation des signalétiques, voire à la réalisation de ces signalétiques, enfin la réalisation, du moins au plan de ces signalétiques, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de nous enquêter. Moi, on me téléphone sans arrêt pour me demander ce que je pense de ci et de ça. Ça, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Là, ce matin a été prononcé le mot de co-construction. Très bien, mais faisons-le. Ne faisons pas que prononcer le mot. Faisons-le. La co-construction, ça veut dire que les usagers sont associés à tous les niveaux, hein, et y compris, moi je peux rêver, que les associations, que les usagers, pas seulement les associations, bien sûr, les usagers soient associés aux urbanistes et aux architectes sur les gares, avant qu'on les réalise et avant qu'on s'aperçoive que ça ne marche pas et que ça ne circule pas et qu'un fauteuil ne passe pas dans tel angle ou dans tel autre. Ça, c'est d'abord au niveau des gares. Et par rapport aux sites, qui, bien évidemment, nous ne pouvons être que pour l'utilisation de l'information électronique. Encore faut-il qu'elle soit ergonomique, ce qui n'est pas le cas. Quelquefois, des sites sont très incompréhensibles. Je ne veux pas revenir sur le site du TER Picardie, mais il est en train d'évoluer, ça va faire du bien. Sinon, il était vraiment, pour le moins, peu compréhensible. Et donc, par rapport au site, la même chose. Les usagers devraient être mieux associés. Et encore une fois, pas associés comme la dernière roue du carrosse, mais peut-être comme la première. Encore une fois, on a beaucoup parlé de nous ce matin. Moi, j'ai noté le nombre de fois où il était question des usagers, des individus, etc. On parle beaucoup pour nous, mais très peu avec nous. Donc voilà, c'est un message que je voudrais vraiment faire passer au nom des associations d'usagers. Par rapport à la billettique, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mais je veux redonner la parole. Je continue encore un petit tour de table. Monsieur Levens, vous êtes vous êtes de la FUB, hein, de la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous êtes le seul représentant de ce mode qui prend de plus en plus d'ampleur, hein. Je me souviens de colloques il y a une dizaine d'années où personne n'imaginait même que le vélo puisse devenir un jour un moyen de transport en ville, à part pour quelques farfelus. Donc maintenant, le vélo est vraiment accepté. Vous avez, alors sur le sujet de l'information, je pense que c'est surtout par rapport au VLS, par exemple, que les gens ont besoin d'informations. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous, quelle place vous voyez jouer au vélo dans cette chaîne de la mobilité? On est un petit peu plus large que simplement l'information voyageur. Alors, au nom de la fédération et de notre présidente qui regrette de ne pas être là aujourd'hui, je voudrais vous remercier de nous avoir invités. Bon, la FUB, c'est 200 associations, dont 200 associations militantes qui sont en fait des interlocuteurs privilégiés à la fois des collectivités locales et puis aussi des opérateurs. Alors, on a parlé du vélo ce matin, on a beaucoup parlé du vélo comme outil de rabattement sur les transports en commun, sur les pôles d'échange. Effectivement, l'intérêt du vélo, c'est de pouvoir élargir la bande de rabattement, hein, plus ou moins à 1 kilomètre par rapport à la ligne de tram ou la ligne de bus ou la gare, à une bande qui peut faire plus ou moins 5 km, hein, donc beaucoup plus grande. Et puis, éventuellement, parce qu'il y a quelques sportifs parmi nous, eh bien, aller chercher des passagers beaucoup plus loin. Le vélo, c'est une solution. Et c'est en cela qu'on le promeut, parce que il permet, en particulier en ville, d'alléger la charge des transports en commun. Les Anglais, par exemple, aujourd'hui à Londres, réfléchissent à l'opportunité d'offrir une large piste cyclable entre 3 stations de métro, parce que s'ils ne la font pas,
ils vont devoir doubler le tunnel. Vous imaginez la différence de coût qu'il peut y avoir entre les deux opérations. Et puis le vélo, c'est aussi une solution parce qu'en extrémité de ligne, eh bien, on peut décharger le transport en commun d'une partie de son service pour des gens qui travaillent tard ou qui travaillent tôt. C'est une solution intelligente aux horaires décalés. C'est aussi une solution intelligente aux problèmes de transport scolaire. Parce que vous savez, vous tous, que tous les parents d'élèves veulent que le bus passe devant chez eux. Le problème, c'est que le dernier en bout de ligne, il met 1h15 à rentrer chez lui. Alors ça, c'est un effet complètement pervers, parce que j'ai une de mes amies qui m'a dit un jour, oh, mais tu comprends, on est tellement loin en bout de ligne que à chaque fois que je peux, je vais les chercher au collège, de pauvres. Donc, en fait, on rame contre ses propres objectifs quand on fait ça. Au Danemark, en Hollande, on fait des lignes de bus toutes droites, hein, et puis on fait des stationnements pour les vélos des collégiens, puis ils font 1 à 3 km pour rejoindre l'arrêt de bus. Ça permet d'économiser pour la collectivité, puisque il y a déjà un certain nombre d'organisations qui pratiquaient, de collectivités locales, de départements qui pratiquaient le transport scolaire gratuit, et puis qui envisagent de plus en plus de faire payer ce transport. Et puis, en dernier lieu, le vélo, c'est un instrument au service du déplacement, et du déplacement et de la santé de tous. Car de la même manière que ce matin, je me suis fait mon petit kilomètre de vélo pour aller à la gare, mais j'ai fait une partie de mon exercice physique journalier, la demi-heure que l'OMS recommande de faire à tous les citoyens du monde. Donc là, on est tout à fait dans la remarque de l'homo mobilis tout à l'heure. On peut faire autre chose quand on se déplace. Je fais autre chose, je suis le moteur de ma machine, je suis un véhicule hybride, et je fais un exercice physique. Accessoirement, ça me permet de ne pas passer par la salle de sport. Voilà. Et puis, quand je suis dans le train, je peux lire, je peux travailler. Alors, où en est le vélo aujourd'hui ? Le vélo, c'est d'abord un système de transport en soi. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un stationnement à son extrémité, en général son lieu d'habitation. Il a besoin d'un stationnement au lieu de travail, au lieu où on exerce une activité. Et puis il a besoin d'un réseau viaire intermédiaire. Alors on a un peu progressé très légèrement en ce qui concerne le stationnement au lieu de travail depuis le décret de 2012 qui fixe une norme minimale de taille des emplacements vélo et d'équipement des emplacements vélo dans le collectif. Malheureusement, comme vous savez, ça concerne, suivant les années, entre 500 000 et 200 000 logements construits par an, alors qu'on a 20 millions de logements en France. Donc là, on est vraiment en attente et entre guillemets, on est planté parce qu'aujourd'hui, on demande effectivement à ceux qui nous représentent, aux députés, aux sénateurs, de voter un certain nombre d'amendements facilitant la transformation de locaux en locaux à vélo. À l'autre extrémité, on a eu une petite avancée pour le stationnement sur le lieu de travail. Mais elle est assortie de considérations tellement restrictives qu'on ne compte pas beaucoup dessus. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut absolument compter, c'est tout ce qui est plan de déplacement d'entreprise, d'administration, d'établissement scolaire. Alors là, il semblerait que l'obligation, en termes de taille, si vous voulez, aujourd'hui, vous savez que quand on a plus de 250 personnes, on doit faire un plan. L'obligation en termes de taille serait susceptible de descendre à 100 personnes. Donc là, on a une opportunité de progrès, et je dois saluer les entreprises et les organisations qui aujourd'hui ont fait ce travail de réflexion sur la manière de se rendre au travail ou aux études. On a avancé aujourd'hui en France, et on doit remercier les collectivités locales, et du haut de la navette ce matin, j'ai observé Compiègne. Compiègne, il y a des voies cyclables, il y a des bandes cyclables, il y a une superbe piste cyclable en bordure d'Oise que j'ai regretté de ne pas avoir faite ce matin à la fraîche. Alors c'est sûr, il manque toujours un petit quelque chose. Il n'y a pas de sas vélo, feu.
Bon, ça, c'est précisément le rôle de nos associations, de discuter avec les collectivités locales et de les aider à introduire les bonnes pratiques, parce que malheureusement, la culture vélo n'est pas très, malgré les efforts du CEREMA, etc., la culture vélo n'est pas encore très perfusée au niveau des techniciens, et nos associations les aident. Et puis il y a quelque chose qui nous aide aussi, c'est le passage à la ville 30. Alors la ville 30, c'est pas 30 partout, c'est 30 km/h la règle, 50 l'exception. Donc c'est une nouvelle organisation de la ville. Et puis il y a une nouvelle organisation aussi qui commence à arriver et qui va faciliter la vie des piétons et des cyclistes, c'est la zone à trafic limité. Juste pour mémoire, sur la ville 30, 20, comme disent les Anglais, 10 millions d'Anglais aujourd'hui vivent dans des villes 20. Et ils vont être 15 millions dans moins de 3 ans. 18 boroughs de Londres sur 30 ont déjà décidé de passer à 20. Donc c'est un mouvement. Et c'est un petit bon, par rapport à la mobilité courante qui véhicule un peu l'idée d'agitation, je rejoindrai aussi notre philosophe de ce matin qui dit « Et si l'avenir était à la ville apaisée ?» Mais vous ne craignez pas que 20 km/h ce soit un peu faible pour un cycliste? Non, j'ai dit 20 miles. Pardon. Donc, est-ce que l'avenir n'est pas une ville plus dense qui incite à moins courir? Aujourd'hui, et je vais être un peu iconoclaste, le vélo souffre en France de l'image du Tour de France. C'est paradoxal. Ben oui, parce que la plupart des gens qui sont dans cette salle n'ont pas envie de suer pour se déplacer, n'ont pas envie de se déguiser de couleurs voyantes pour aller au boulot, etc. Donc là, on a un travail à faire. Le travail à faire, il est aussi à faire avec les autorités organisatrices de transport. Parce que vous avez vu qu'elles pouvaient en bénéficier largement. Donc il faut qu'on travaille l'intermodalité entre le vélo, le bus, le tram, le train. À la fois en termes de stationnement au niveau des pôles d'échange. Il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de vélostations qui se créent. Je ne citerai pas de nom. Mais il est aussi l'intermodalité, elle s'opère aussi avec l'emport du vélo dans les trains, dans les trams et derrière les cars interurbains. On a besoin d'un moyen de paiement banalisé, en particulier pour le stationnement. Ce matin, je n'ai pas pu garer mon vélo dans le Véligo dont a parlé M. Stern. Parce qu'il y a un parc Véligo, mais comme je suis un utilisateur occasionnel et que je n'ai pas de passe Véligo, mon vélo il est resté dehors. Il va rester dehors jusqu'à 8h30 du soir. Je ne suis pas certain de le retrouver, j'espère. Et puis, le vélo, il a besoin, l'utilisateur cycliste, il a besoin d'une cartographie un petit peu spéciale, parce qu'il aime bien savoir où est-ce qu'il va accrocher son vélo quand il va en ville. Bon, il y a des initiatives associatives pour nourrir OpenStreetMap avec les emplacements des arceaux en ville, etc. Mais ça ne suffit pas. Et puis, il a besoin de calculateurs d'itinéraire qui intègrent la totalité des modes. Et je suis ravi de n'avoir entendu parler tout à l'heure. Pour finir, je dirais que le vélo est un ingrédient capital de la mobilité courante. Pour moi, c'est le maillon à tâche rapide sur la chaîne de l'intermodalité. Nous, on souhaite rester acteurs de notre mobilité. Je crois qu'en cela, on est dans le sens de l'histoire. Et on ne fera qu'avec l'aide de transports en commun performants. Et l'idée, c'est d'essayer d'optimiser l'espace de tous, notre budget, et aussi le budget des collectivités locales, et puis notre temps personnel. Et ce matin, moi, je suis venu vélo, marche, train, métro, train, bus, et j'ai pas mis plus de temps que si j'étais venu en auto. Je vous remercie. Merci. Monsieur Briand, quand nous avons discuté de la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose d'ailleurs qu'a souligné Madame Picard
en parlant de l'association entre le système biétique et le système de l'Oise, l'intégration dès le départ, le système d'information, pardon. Vous regrettez que souvent dans les projets de systèmes d'information multimodaux ou de systèmes d'information classiques d'ailleurs et de biétique, il n'y ait pas une intégration, que les deux travaillent en silo. C'est vraiment préjudiciable à l'ensemble du système? Alors, oui, je vais commencer par remercier Monsieur Picard, Monsieur Ferrieux, Monsieur Ferrieux. C'était une initiative. Voilà, comme ça au moins. Monsieur Ferrieux, hein, vous êtes, j'allais dire, pour continuer, j'allais dire, vous êtes un phare pour nous, mais en fait non, c'est pas ça, ça marche pas non plus. Ce matin, c'était un pape. Hein. Vous êtes notre GPS. Non, mais ce matin, c'était le pape. Alors moi, cet après-midi, non, c'est pas ça du tout. Vous êtes notre GPS. Vous nous guidez. Et les sociétés VIX et Cityway, on est les navigateurs. On a réalisé le système que vous avez voulu qu'on réalise. On l'a réalisé, j'espère, bien. La preuve, on a eu des récompenses avec vous. Hein. Donc merci. Et pour répondre à votre question, oui, évidemment, j'aurais pu rebondir sur ce que disait M. Cratinger, le président Cratinger ce matin. Les systèmes sont complexes et on va vers la complexité. On va vers la complexité, mais il faut aller vers la simplicité pour les usagers. C'est-à-dire que votre voiture, elle est de plus en plus compliquée, mais il faut que pour l'utilisateur de la voiture, elle soit simple. Il en est de même dans les systèmes d'information. On va vers des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus riches, de plus en plus nombreux. Donc, à l'exemple, par exemple, ce matin, on parlait du Grand Paris et de la conception des systèmes. Si chaque collectivité, l'échelle d'une région, l'échelle d'un territoire, peu importe, conçoit son système biétique, si chacun conçoit son système temps réel, si chacun a sa cartographie, si chacun pose ses points d'arrêt sur sa cartographie, si chacun, et je peux continuer longuement, malheureusement comme ça, monsieur parlait des vélos sur la cartographie. On a travaillé Cityway sur la cartographie des vélos à Lyon, la cartographie des vélos en Alsace. Mais quand il s'agit d'intégrer ça avec un système de transport en commun, quand il s'agit d'intégrer ça avec de la cartographie pour voiture, pour faire un système qui combine tous les modes, c'est très compliqué. Donc ça, c'est aujourd'hui des choses qui se font bien, mais rarement. Et si le président Janac disait ce matin, il n'y a que 20% des gens qui combinent leur mode, mais moi ces 20%-là, je leur dessine une palme. C'est aujourd'hui essayer de combiner vos modes à Paris, pour ceux qui sont parisiens. Vous avez Citadin qui va vous donner une info sur le trafic routier, vous avez nulle part d'infos sur les parkings en temps réel, vous avez un petit peu d'infos sur les VLS, sur les vélos en libre-service, pas grand-chose sur les pistes cyclables, vous avez un site Via Navigo qui vous renseignera que sur les transports en commun, voilà. Et ben, celui qui arrivera à combiner tout ça, c'est déjà qu'il aura su jongler entre 4, 5, 6, 7, 8 systèmes d'information. J'exagère pas. Et je ne vous parle pas de covoiturage. Voilà. Et quand on parle de mobilité, on parle de tous les modes. Ces modes sont conçus en silo. Donc, après, charge à des sociétés comme Cityway de les assembler. Alors, on est les seuls au monde aujourd'hui à se faire ça. On a eu 2 prix mondiaux, un prix à Lyon. Monsieur Ferrieux citait ce matin le prix du syndicat mixte de l'Oise pour Oise Mobilité. On a fait aussi un GPS intermodal temps réel à Lyon qui combine tous les modes de transport. Donc on a les trains en temps réel, c'est pas une mince affaire. Donc les données de la SNCF en temps réel, les données de covoiturage, les données des vélos, des remplissages des vélos en temps réel, les données du trafic routier en temps réel, du remplissage de parking en temps réel, les données de tous les transports en commun, de TCL en temps réel. On vient les combiner, donc la difficulté c'est vraiment de les combiner. On les combine pour en produire une base de données temps réel qui crée un calculateur d'itinéraire temps réel et un GPS intermodal temps réel, donc qui vient guider l'usager, l'utilisateur, d'un mode à un autre. Donc quand il est dans sa voiture, on va lui dire attention, vous vous dirigez vers un bouchon, vers un parking qui est complet, on peut dévier votre trajet, vous proposer une fin de parcours en transport en commun alors qu'il ne l'avait pas prévu. Donc là c'est de l'incitation positive, on lui propose un meilleur trajet qui va pouvoir faire plus facilement. C'est Optimode Lyon. C'est Optimode Lyon, c'est ça, qui se prolonge sur OptiCities avec Turin, avec... Est-ce que vous pouvez nous faire rêver un peu, parce que si je me souviens bien, Optimode Lyon, les prochaines étapes, c'est le prédictif. C'est de savoir un petit peu, dans 2 heures, dans 3 heures, quand je vais me déplacer, quel sera le meilleur moyen de transport. Est-ce que c'est déjà bien avancé? Oui, c'est très bien avancé. C'est plus qu'avancé, puisqu'on le met en service début novembre au salon Polytech. J'aime pas ce nom, mais bon, hein, c'est le nom du salon Polytech que vous connaissez tous. Donc ça sera inauguré par le président Collomb.
on a un système. Donc, en fait, on a collecté un an de données. Alors déjà, vous savez que dans les transports en commun, on fait tous du prédictif. C'est-à-dire qu'un système temps réel de transport en commun, sa base, c'est de vous dire votre bus passe dans 10 minutes, dans 15 minutes, en temps réel, et d'essayer de prévoir. Donc c'est une donnée de prédiction. On prévoit que votre bus, c'est ce qu'on fait dans l'Oise, hein, avec le Sismo, on prévoit que votre bus va passer dans 10 minutes, et on vous le dit. Voilà. Là, à Lyon, on a ajouté le trafic routier. Et donc on a pris un an de données, l'algorithme est très simple, donc vous pouvez tous noter et copier. On a pris un an de données de trafic routier, tronçon par tronçon, jour type par jour type, et minute par minute. Donc on sait qu'à 8h du matin, sur tel petit bout de tronçon de Garibaldi, les lundis période scolaire, on roule à 17 km/h, voilà, en moyenne. Et puis on voit que là, en ce moment, on roule qu'à 15 km/h. Donc il y a un écart entre le temps réel et la moyenne constatée. Et on a des algorithmes de prédiction de retour à la normale, donc plus ou moins long suivant la situation. À un moment ou un autre, on revient vers la valeur historique. Mais c'est donc et parce qu'en fait, il est important dans un itinéraire de savoir que si vous allez traverser Lyon, ça va vous prendre 1 heure. Traverser l'Oise, ça va vous prendre 1 heure. Donc il n'est pas important de savoir quand je pars d'un bout de Lyon à quelle vitesse j'arriverai. À quelle vitesse on roule à l'autre bout de Lyon, il est important de savoir à quelle vitesse on roulera quand j'y serai. C'est ça qui est important. Et maintenant, on continue à Montpellier sur l'étape suivante, plus simple en fait finalement, qui est de prévoir les taux de remplissage, mais ça a déjà été fait d'ailleurs par ailleurs, de prévoir les taux de remplissage des stations vélo, des remplissages des stations parking. Donc voilà, donc là, on a une information temps réel, exhaustive, tout mode, donc comme Madame Picard l'a rappelé avec le covoiturage. Donc on intègre vraiment tous les modes. On est exhaustif dans les modes, donc c'est très très large. Temps réel, donc à chaque fois qu'un système peut faire du temps réel, on l'intègre. Et l'objectif évidemment final, c'est un parcours fluide qui va jusqu'à l'achat du titre. C'est par exemple concevoir un panier. En fait, ce qui me surprend je voulais dire à Madame de la Fédération des usagers, c'est quand on conçoit un système, on a toujours on prend des gens dans la rue et on les interviewe et on étudie notre ergonomie. Par exemple, c'est comme ça qu'on a fait à Lyon, quand on en a les moyens. On étudie l'ergonomie avec eux, on leur pose un scénario, on leur dit vous allez voir votre tante à l'hôpital, débrouillez-vous, voilà le système, utilisez-le. Et c'est des psys qui font ça, hein, réellement. Et donc, on les analyse, on filme leur comportement, on répond pas à leurs questions, on voit où ils bloquent. Est-ce que c'est des mots, des boutons mal placés à l'écran, des couleurs, ils n'ont pas compris. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arriveraient pas à se servir du système pour faire en sorte que 100% des gens arrivent à s'en servir. On travaille aussi avec des fédérations de malvoyants pour que les malvoyants utilisent les sites internet. Bon. Et dans tout ça, on collecte aussi beaucoup d'informations utiles venant des usagers, c'est leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voudraient. Et évidemment, ce qui me surprend moi et qui me choque à chaque fois, c'est que c'est unique ce qu'on fait dans les transports publics et un parcours très peu fluide, à part dans l'Oise, l'Oise est exemplaire, assez exemplaire en la matière, on peut toujours faire mieux, hein, la perfection n'existe pas, mais on a des systèmes d'information d'un côté, des systèmes de vente d'un autre. Mais est-ce que vous connaissez un commerce au monde qui marche comme ça ? Vous allez à la FNAC, vous prenez votre livre, et puis après vous l'achetez, ou vous l'achetez d'abord, et puis après vous allez choisir le livre, enfin, vous passez ça ne marche pas. C'est je m'informe sur ce que je veux, et j'achète ce que je veux. C'est un parcours fluide de l'information à la vente. Donc aujourd'hui on est en train de faire, en train de travailler en région Rhône-Alpes sur ce sujet, où on a en résultat du calculateur tiers, vous n'avez nulle part en France, pas un calculateur tiers qui vous dit j'achète les titres correspondants, à une échelle régionale par exemple ou locale. Donc l'idée c'est de dire soit à la fin du trajet on dit j'achète tous les titres, soit là ce qu'on est en train de faire c'est concevoir un panier ou tronçon par tronçon. Donc ça, c'est des études ergonomiques à voir avec les voyageurs qui convient mieux, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Ou tronçon par tronçon, vous avez un petit bout de TER, j'ajoute à mon panier, vous avez votre feuille de route, vous avez un petit bout de transport en commun lyonnais, j'ajoute à mon panier. Voilà. Donc c'est passer fluide, de façon fluide, et même chose sur les fiches horaires, même chose, il n'y a pas que le calcul d'itinéraire, parce que les usagers récurrents n'ont pas forcément besoin d'un calculateur d'itinéraire, mais ce que je voulais dire, c'est juste pour illustrer la fluidité de l'information à la vente de titres, qui est... On a encore des progrès dans le monde à faire. Madame Picard,
Tout à l'heure, on a parlé très rapidement de l'Observatoire de la mobilité. Moi, quand j'avais découvert Sismo, c'est une des choses qui m'avait le plus frappé, si j'ai bien compris. Toute l'information qui remonte de la billettique, mais aussi des systèmes d'information voyageurs, même d'ailleurs, si j'ai bien compris, quand quelqu'un veut aller d'un point à un autre, mais qu'il n'y a pas de solution, vous gardez en mémoire cette demande, et avec toutes ces informations, vous faites un observatoire de la mobilité qui est censé, après, améliorer le fonctionnement global du système. C'est-à-dire vous renvoyez de l'information au réseau urbain en leur disant, bah, voilà, il y a beaucoup de demandes sur telle liaison, ou il y a... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous Oui. expliquer si maintenant ce système-là fonctionne ou s'il est encore dans les limbes? Oui, non. Nous avons, grâce au fait qu'on ait ce système intégré, toutes les données temps réel nous permettent, qui remontent dans le calculateur unique, permettent à l'ensemble des 14 réseaux, 14 AOT, elles peuvent elles-mêmes. C'est pas que le syndicat mixte qui agrège et qui peut lui-même faire son observatoire. Je dirais, lui, de l'intermodalité. Nous, ce qu'on va voir remonter à travers autant les appels téléphoniques qui recherchent des itinéraires, on note, les opératrices notent quand il y a vraiment un dépassement de durée pour un déplacement. Elles ont consigné tout cela. Mais surtout, sur le calculateur lui-même, sur le site Internet, toutes les calculs itinéraires sont effectivement historisés pour voir ce qui est le plus demandé, ce qui ne semble pas non plus très satisfaisant, tout ce qui dépasse 1 heure de trajet. Tout ça, ce sont des indicateurs d'alerte pour nous qui vont nourrir notre réflexion au niveau du syndicat mixte et pour voir également les zones non couvertes, là où le besoin n'est pas satisfait à travers la demande. Mais ça veut dire également que chaque autorité organisatrice et chaque exploitant dispose de la même donnée. C'est-à-dire qu'en fait, notre système est réellement partagé entre tous les membres, dans la totale transparence. Nous savons bien sûr donc, les besoins en information voyageur. On peut voir là où il y a des requêtes qui sont faites et qui n'aboutissent pas à des solutions performantes. Mais en même temps, vous avez la vision exacte de toute la fréquentation en temps réel de toutes les lignes, par point d'arrêt, par tranche horaire, par jour. Donc tout ça est historisé dans le calculateur. Et chaque AOT, chacun des directeurs de transport des AOT membres, les 14, de même que chacun des exploitants, ont accès à leurs statistiques et de fréquentation et de validation billettique. Donc on sait exactement où monte le voyageur. Et pour nos réseaux gratuits, puisque la particularité de l'Oise ce matin, nous vous l'avons dit, ou plutôt le représentant de l'agglomération de Compiègne vous l'a dit, c'est un réseau historiquement gratuit. Donc évidemment, pas de billettique mise en place, malgré que c'était un support qui était proposé à l'agglo, mais elle est restée sur sa gratuité, ainsi que 5 autres réseaux dans l'Oise, nous en avons 6 qui sont gratuits, sur les 14. Eh bien, eux, des cellules compteuses ont été installées dans les véhicules par nous, syndicats mixtes, à travers le Sismo, pour que justement, il n'y ait pas de perte d'informations, de fréquentation sur ces réseaux gratuits. Donc vous avez une cellule compteuse à l'entrée, à la sortie, à chaque point d'arrêt dans le véhicule. Et donc ça nous permet également de connaître exactement sur toutes les périodes où on a de fortes fréquentations, le point d'arrêt le plus fréquenté, etc. Tout cela permet à chaque réseau lui-même, déjà en soi, d'ajuster son offre aux besoins. Et nous, le syndicat mixte, qui avons une vision agrégée de toutes les données de fréquentation et de validation de tous les réseaux, nous, on détecte plutôt dans notre observatoire les points où justement les maillons ne sont pas bien articulés ou n'existent pas parce qu'il n'y a pas de combinaison horaire et que notre voyageur peut-être va rester sans solution sur des points d'articulation pour réussir son intermodalité. Donc vous voyez, nous, on est plutôt, le syndicat mixte a cette vocation d'améliorer la coordination. Mais chacun a gardé la main sur sa propre amélioration de son offre. Donc on est vraiment un travail de coordination, mais de fédération et de mutualisation des moyens pour améliorer les offres. Mais ça fait remonter des millions d'informations. Absolument, Est-ce que vous êtes capable de traiter toutes ces informations? Nous avons mis en place tout un groupe de travail au niveau de Citoise, qui est notre société de projet
qui a été monté donc par le groupement d'entreprises qui a répondu et qui a mis en œuvre le Sismo, qui l'exploite en même temps, qui l'a conçu, enfin qui l'a conçu en plus avec l'aide de notre cabinet conseil MT3 que je salue, Monsieur Marchilly, qui a mis beaucoup de réflexion et d'intelligence dans notre conception et qui effectivement a été repris ensuite par le groupement Cityway et VIX Technologies pour la billettique. Mais cette agence Oise Mobilité, qui est donc la manière pour notre partenaire de mettre tout ça, puisqu'on est en partenariat public-privé, notre partenaire privé met tout ça en musique. Et donc, on a un groupe de travail interne avec à la fois les autorités organisatrices membres du syndicat mixte plus les exploitants, et on essaie, parmi toutes les données qui remontent, de trouver les bons indicateurs pertinents. Alors c'est un travail. Alors on le fait également en collaboration avec des chercheurs, avec des doctorants sur l'étude transport, à la fois pour réfléchir quels sont les indicateurs les plus pertinents pour justement mesurer si la coordination est ou non réussie et les combinaisons horaires entre les modes, et voir là où ça ne marche pas. C'est vrai, c'est un chantier qui est encore à approfondir, mais qui nous permet déjà d'apprécier les premiers résultats, et on a pu voir nos autorités organisatrices, avec leurs exploitants, ajuster et optimiser déjà les offres de transport. On a vraiment déjà tiré les profits de ces premières constatations de fréquentation. Ça va vraiment dans le sens d'une amélioration de l'offre. Merci. Bon, je crois qu'on va... Enfin, allez-y, madame. Non, c'est madame qui voulait intervenir. Parce qu'il a été question de gratuité, et en tant que représentante de la FNOT, il faut vraiment que je dise qu'au niveau national, la FNOT ne s'est pas prononcée pour la gratuité des transports. Elle s'est même prononcée contre. Et même. Donc je pense qu'il faut quand même le dire, au nom de la durabilité, à savoir que, bien sûr, nous concevons que les transports doivent être développés pour tous, c'est bien évident. Il faut penser à des tarifs solidaires, mais nous pensons tout de même que certains peuvent payer leur transport, ce qui permet à l'offre de s'améliorer, puisque, encore une fois, ce qui est important, je l'ai dit au début, pour la plupart des usagers, c'est la qualité de l'offre. Je voulais aussi insister sur le fait qu'au niveau de la FNOT, nous pensons aussi que certains trajets gratuits poussent à ne pas utiliser ses pieds ou le vélo, d'une part, et d'autre part aussi que ça a tendance à pousser à l'éparpillement de l'habitat urbain. Donc là, il y a une pensée à avoir aussi au niveau de l'urbanisme, dont je pense que ça n'est pas le sujet, mais je pense que c'est quand même bon de le rappeler. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à la billettique. Il est bien évident que nous sommes pour un guichet unique, et en particulier pour les Picards qui vont surtout à Paris, qui sont des voyageurs multicartes, ça les arrangerait si ça s'était simplifié. Mais je voulais aussi ajouter, et ça ce sera peut-être un petit peu polémique, qu'il y a une chose très simple qui facilite la billettique, c'est le guichet. Un guichet avec quelqu'un derrière. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'air du temps. Demandez à la SNCF. Monsieur Briand, vous voulez dire rapidement? Si vous m'autorisez à dire un petit mot. Bon, moi je suis technicien, donc je ne fais pas de politique. J'ai beaucoup entendu parler de frontières administratives ce matin. Juste un petit mot, un déplacement n'a pas de frontière, donc la frontière de la ville n'est pas la bonne, la frontière du département n'est pas la bonne, la frontière de la région n'est pas la bonne, la frontière de la France n'est pas la bonne, la frontière de l'Europe n'est pas la bonne, la frontière, voilà. Aujourd'hui, c'est la frontière du monde, donc c'est Google qui a raison. Hein, sur un déplacement, ce que Google veut faire, c'est informer le monde, être maître du monde, et voilà. Donc, bon, par contre, ce que Google fait, et moi, me choque parce que c'est contraire à la philosophie d'Internet, qui est une philosophie répartie. Il y a des tas de systèmes un peu partout dans le monde qui communiquent. Et donc, pour la FIMB, et M. Schwab, d'ailleurs, ici présent, et avec nos homologues, on travaille sur un système d'information multimodal réparti, pour que des systèmes de toute taille, de tout territoire, communiquent entre eux. Donc que je puisse faire un calcul d'itinéraire de l'Oise à Paris, de l'Oise à la Gironde, à Strasbourg, à Lille, peu importe, en utilisant les systèmes existants. L'idée, c'est aussi basique que ça. Des systèmes existants ont été construits avec des investissements. Les collectivités les valorisent. Pourquoi refaire en permanence en changeant d'échelle? Donc utilisons l'existant. Et faisons communiquer l'Oise avec
via Navigo, par exemple, qui est le système d'Île-de-France qui existe. Aujourd'hui, on est très fiers du résultat qu'on va bientôt présenter au Garde, j'espère. Des résultats très satisfaisants, parce qu'on a un calcul d'itinéraire en moins d'une seconde, je vous passe les détails techniques, et surtout de bonne qualité. On a un calcul d'itinéraire de bonne qualité, on offre la bonne réponse rapidement à l'usager. Et sans gérer, alors là où j'en suis assez satisfait, c'est sans avoir à se soucier de l'échelle administrative. C'est-à-dire qu'on peut avoir des échelles qui se superposent. Mettons que la région Picardie ne s'entende pas avec le syndicat mixte face à un système concurrent. J'ai malheureusement des exemples comme ça en France où à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une ville, il y a un calculateur d'itinéraire. À l'échelle d'un département, il y en a un autre. À l'échelle de la région, il y en a un autre. Pourquoi il n'y en aurait pas un à l'échelle de la France? Pourquoi il n'y en aurait pas un à l'échelle d'Europe? Nous, sans se soucier de ça, on s'est fait un calcul d'itinéraire réparti sur des échelles qui se superposent, qui sont disjointes, et donner une information à l'usager en s'appuyant sur les systèmes existants. Voilà. Vous voulez aller vers une sorte de Google français des transports, c'est ça? Oui, mais basé sur les systèmes des différents fournisseurs existants. Oui. C'est une façon de concurrencer Google en respectant la philosophie Internet, effectivement, et en s'appuyant sur les systèmes mis en place par les AOT aujourd'hui. Merci. Bon, je crois qu'on va clore là cette table ronde.